Et si on parlait de sport ? Et si on parlait de sport ? Une émission produite et réalisée par Laurent Garnier et Pauline Gaston-Conduite avec le concours du Comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette 85e émission de Et si on parlait de sport ? Avec Laurent Garnier, nous sommes ravis de partager avec vous notre passion pour le sport et surtout de donner la parole à ceux qui le font vivre. Merci à nos partenaires, le Comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Profession Sport, Animation 31, Semperconnect et LG Consultant qui nous accompagnent pour la réalisation de ces émissions. Et pour cette 85e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Romain Ndoumbé, responsable du centre d'entraînement et du pôle France de snowboard freestyle à Font-Romeu, Vincent Maharavo, qui est skieur professionnel freestyle, et Sophie Raffi, présidente du TUC de Toulouse Université Club, Benoît Maury, qui lui est directeur du TUC, et Grégory Lacoste, coach socio-sportif au TUC lui aussi. Nous avons aussi Mathieu Sapin, qui est skipper de course large, ainsi qu'Henri Brocan, ancien entraîneur et manager de nombreux clubs de rugby français, et Bernard Bujol, qui est vice-président du GDOS 31. Merci de nous rejoindre pour cette émission. Bonjour à toutes et à tous. Et dans cette première mi-temps, nous parlerons de snowboard freestyle avec le centre d'entraînement de Font-Romeu au cœur de la formation des jeunes talents français. Nous accueillerons Romain Ndoumbé, responsable de ce pôle France, pour discuter de l'accompagnement des athlètes et des ambitions pour les grandes compétitions comme les Jeux Olympiques 2026. Vincent Maharavo, skieur professionnel de freestyle, sera également avec nous pour nous partager son regard sur la scène internationale et sa passion pour le freestyle. Un programme à ne pas manquer. En deuxième mi-temps, nous parlerons du Toulouse Université Club, fondé en 1905, et de son histoire riche en disciplines sportives. Nous évoquerons la vision éducative du sport portée par le club, axée sur le respect et l'apprentissage de la vie en société, ainsi que les sports qui ont marqué son parcours comme le baseball, la boxe française et le football amateur. Un regard sur un patrimoine sportif unique à découvrir. Mais avant de donner le coup d'envoi de cette 85e émission, place à l'avant-match. Et si on parlait de sport avant match? Oui, avec les principaux résultats de la semaine, avec Claire Sévrac, chroniqueuse pour l'occasion dans l'émission Et si on parlait sport. Elle est passionnée de sport et plus particulièrement de gymnastique. Elle se prête avec plaisir au jeu des résultats. Bonjour Claire et bienvenue. Bonjour Laurent, merci. Alors Claire, on va débuter par du tennis avec l'Open d'Australie. Oui, en tennis, donc sur l'Open d'Australie, Grand Chelem, nous sommes au bout du suspense car l'américaine Madison Keys a privé samedi la biélorusse Arina Sabalenka 6-3, 2-6, 7-5 d'un triplé à l'Open d'Australie et conquis son premier titre du Grand Chelem à 29 ans. Chez les hommes, numéro 1 mondial depuis la fin de Roland-Garros, invaincu depuis 21 matchs, Jannik Sinner a confirmé dimanche sa suprématie en dominant Alexander Zverev en finale, 6-3, 7-6, 6-3. L'Italien lui décroche ainsi la 3e couronne en Grand Chelem. Il y avait aussi la 43e édition des Petits As. Mario Vukovic est devenu dimanche le premier joueur français depuis 11 ans à remporter le tournoi des Petits As, officieux championnat du monde des moins de 14 ans à Tarbes, en surclassant en finale l'Américain Tristan Asenso, 6-1, 6-0. Et oui, et du tennis, on passe à la boxe avec un championnat de France amateur qui avait lieu à Boulazac Hills Manoir en Dordogne. Et la sœur du vice-champion olympique des moins de 51 ans, Rim Benama, a battu Kalia Maupin au point samedi en finale. En escrime sur la Coupe du Monde de sabre à Plovdiv, en Bulgarie, l'équipe de France de sabre, médaillée de bronze aux Jeux, a remporté dimanche l'étape bulgare de Coupe du Monde. Les Françaises, elles, se sont parées de bronze. En individuel, le sabreur Bastien Patrice s'est paré d'argent samedi. Alors, on passe à la natation avec un endroit où doit être très agréable de se baigner. C'est la natation mondiaux de nage en eau glacée à Molvenot. Record du monde, 2h20 minutes et 07 secondes. Nouveau record du monde dans une eau à 1,8 degrés et un titre mondial pour Théo Goyot. Il décroche l'or sur 200 mètres 4 nages. En cyclisme, sur le Tour Down Under, la victoire de Brian Cocard sur la 4e place de l'épreuve, premier succès de la saison en Tour World. La 6e étape a été remportée dimanche par l'Australien Sam Welsford. Au classement général, c'est l'Éthiopien Jonathan Narvé qui s'est imposé.
Le jeune Français Bastien Tronchon de l'équipe Décathlon AG2R La Mondiale termine 5e. Et on va passer à l'équipisme avec, pour les turfistes, le fameux 104e prix d'Amérique à Vincennes. Et c'est un cheval, le trotteur français Idaho de Tillard, âgé de 7 ans, deuxième favori et drivé par Clémentin Duval d'Estaing, qui a remporté avec autorité dimanche à Vincennes ce fameux 104e Grand Prix d'Amérique et qui conserve son titre de champion du monde de trot attelé. Universitaires, les 32e Jeux mondiaux universitaires d'hiver 2025 à Turin. La France parachève sur une magnifique note ces Jeux mondiaux universitaires d'hiver historiques avec 40 médailles dont 18 titres. Les Bleus ont roulé sur la compétition pour s'emparer de la tête du classement des médailles. Une première depuis la première édition des Jeux en 1960. Alors on passe au biathlon et ça a bien marché ce week-end pour nos équipes de France. Et on va commencer par le biathlon femmes qui nous ont régalé. Ça se passait à Antolf en Italie. En sprint, la Française Lou Jean Monod s'est à nouveau imposée grâce à un 10-10 derrière la carabine. Elle a devancé sa principale rivale au classement général, l'Allemande Franziska Preuss, qui est finalement 3e de la course. Et il y avait aussi de la poursuite impériale toujours. Jean-Louis Monod a assuré le doublé sprint poursuite samedi. Derrière elle, Julia Simon retrouve le podium avec un très beau 20 sur 20. L'Allemande Franziska Preuss a assuré dans le dernier tour face à Jeanne Richard et complète le podium. Et pour finir chez les femmes, il y avait aussi du relais femmes pour la 4e fois de la saison. Les Françaises ont terminé sur le podium, mais sans parvenir à remporter une course dans cet exercice. Et c'est devant la Suède s'est imposée au terme d'un duel avec la Norvège. Et pour compléter ces résultats de la Coupe du Monde à Antolz, la partie biathlon homme, le relais homme, les Français se sont largement imposés samedi pour la 4e fois en relais. En autant de courses cette saison, les Bleus ont devancé la Norvège et la Suède. Poursuite homme, le Norvégien Sturla Lagred a remporté par épreuve de poursuite masculine dimanche devant un autre Norvégien, Tarjei Bø, et l'Italien Tommaso Giacomel. Meilleur Français du jour, Éric Perrault termine à la 7e place. Alors on enlève la carabine, Claire, et on va passer au ski de fond. Ça se passait aussi avec une Coupe du Monde et c'était à Engadin en Suisse. Le sprint, le Français Lucas Chanavat a terminé 3e du sprint libre samedi. Victoire sans surprise de la star norvégienne Johannes Klebe. Et il y avait aussi les 20 km style libre et c'est l'équipe de Norvège qui a placé ses 6 fondeurs aux 6 premières places remportées par l'éternel Johannes Klebe. Derrière ce raz-de-marée norvégien, l'équipe de France a également effectué un tir groupé avec la 7e place pour Jules Lapierre, aussitôt suivi de Clément Paris et de Hugo Lapalus. En ski de boss, c'était la Coupe du Monde à Waterville aux États-Unis. Vendredi, Perrine Lafont a remporté l'épreuve du simple. La Française a récidivé samedi avec une victoire lors du parallèle, qui était par ailleurs son 100e départ en Coupe du Monde. De son côté, chez les hommes, Ben Cavé a pris la 3e place. Alors on passe de ce ski-là au ski freestyle avec les X Games à Aspen aux États-Unis. Moins de 24 heures après avoir décroché le bronze en Big Air, Tess Ledieu s'est offert samedi une 7e médaille d'or aux X Games, régnant sur le slopestyle. Pour le ski de vitesse, c'était la Coupe du Monde à Sala, en Finlande. 16 ans après sa première victoire en 2009, Sébastien Montes s'offre un second succès grâce à une pointe de vitesse à 155,57 km/h. Imaginez ça sur des skis, ce que ça donne la vitesse. Ski alpin, on change donc avec les femmes. Coupe du Monde à Garmisch-Partenkirchen en Allemagne. Il y avait la descente avec l'Italienne Federica Brignone qui a remporté la descente en devançant d'un centième sa compatriote Sofia Goggia. La 3e place est revenue à la Suissesse Corinne Sutter et la première Française Laura Gaucher est 21e. Il y avait le lendemain le Super G. La Suissesse Lara Gut-Berami a triomphé pour la première fois cette saison. Elle a devancé la Norvégienne Katja Wittkoch et l'Italienne Federica Brignone. Toujours en ski alpin chez les hommes pour la Coupe du Monde à Kitzbühel en Autriche. Pour le Super G, c'est le Suisse Marco Odermatt qui s'est imposé vendredi. Sa première victoire sur la Strif, il a devancé l'Autrichien Raphaël Hazer et son compatriote Stéphane Rogentin. Nils Allègre a été le plus rapide des Bleus et a brigué la 14e place. Alexis Pinturo et Florian Loriot ont été évacués en hélicoptère après leur chute. Au niveau slalom, il ne fallait pas rater la victoire de Clément Noël, qui est devenu le slalomeur français le plus titré de la Coupe. Il a devancé l'Italien Alex Vinazzer et le Brésilien Luca Pinheiro Braten sur le podium. Deuxième dimanche matin dans la première manche, Steven Amies a chuté dans la deuxième manche.
Il y avait aussi donc la Coupe du Monde d'alpinisme. Alpinisme, épreuve, donc un sport qui sera présent aux Jeux Olympiques. Coupe du Monde, 3e étape à Andorre. Les Françaises Axel Gachet-Mollaret, victorieuse, et Émilie Harrop, 2e, ont dominé la course individuelle samedi. Du côté des hommes, la course a été dominée par le Suisse Rémi Bonnet. Le Français Thibaut Insalmet a décroché la 2e place. Et dimanche, l'équipe de France de relais mix, composée d'Émilie Harrop et de Pablo Giner Dalmasso, a décroché la 2e place. En patinage de vitesse, on part au Canada sur la Coupe du Monde à Calgary. Au lendemain d'un record de France sur 10 000 mètres, le Français Timothy Loubino a remporté la Mass Star dimanche. Il s'agit de la 2e victoire en Coupe du Monde pour le Français. On passe sur la glace toujours, mais avec du hockey sur glace en Division 2, 13e journée. Montpellier s'est incliné à domicile face à Lyon 1-5 et Clermont-Ferrand a été battu chez lui par Toulouse-Blagnac 3-5 après prolongation. Allons du côté du basket féminin sur l'Euroleague. Le 2e tour, le Basketland s'est imposé à domicile 76-60 face à Zabini, tandis que Bourges est allé chercher la victoire sur le parquet de Salamanque. La boulangère Wonder League, 14e journée, l'ATES Montpellier n'a pas manqué l'occasion de se rapprocher du podium en passant à la 4e place, en battant son rival direct, l'Asvel, 85-70. Et chez les hommes, en basket aussi, c'était l'Euroleague, 23e journée. Monaco est parvenu à s'imposer 86-80 grâce à un gros 4e quart-temps sur le parquet de Virtus Bologne. L'Asvel a résisté au retour de Barcelone et s'offre une victoire de prestige, 100-94. Il y avait aussi de l'Eurocoupe en 14e journée. Bourg-en-Brest s'est imposé 79-66 contre les Lituaniens de Leikki Beilis. Pour le handball, championnat du monde, où on est déjà assuré d'une place en quart de finale du mondial, la France a solidement contrôlé la Macédoine du Nord, 32-25 samedi, en Croatie, pour conclure invaincu la phase de groupe. L'Égypte sera l'adversaire des Bleus en quart de finale. Alors du hand, on passe au volley féminin, la Ligue A féminine avec Saforel Power 6, 18e journée. Le Pays d'Ax Venelle, 3e de la Ligue, a de son côté enchaîné un 8e succès de rang contre Béziers, 9e, 3-7-0. En volley masculin à Marama Spike League, sur la 18e journée, Montpellier a renoué avec la victoire samedi à Nice, 3-7-1. Tour 4e du classement a signé un 3e succès d'affilée à Narbonne en 3-7. À domicile, 7 s'est incliné face à Toulouse au tie-break. En football féminin, la Coupe de France, Montpellier qui affrontait Le Havre s'est incliné 0-2. Toulouse qui affrontait Fleury, match nul 3-3 avec une victoire pour Toulouse au tir au but 4-2. Football, Ligue des Champions, mené 2-0 en début de seconde période par Manchester City. Le PSG a tout renversé pour s'imposer 4-2 mercredi au terme d'une superbe prestation. Les Brestois ont vécu un match difficile contre Shakhtar Donetsk, défaite 2-0. À 10, Lille croyait avoir fait le plus dur en égalisant, mais la marche était un peu haute mardi à Liverpool, 1-2. Monaco bat Aston Villa, 1-0, et se qualifie pour les playoffs. Ligue Europa, l'Olympique Lyonnais n'a pas pu faire mieux qu'un match nul, 0-0. Jeudi, sur la pelouse de Fenerbahçe, 0-0. Face à Elfsborg, Nice s'est de nouveau incliné 0-1 et est donc déjà éliminé. Ligue 1, sur la 19e journée, Montpellier à l'extérieur a renversé Toulouse 1-2. Ligue 2, 20e journée, le trou s'est fait avec l'AC Ajaccio, actuel barragiste, et qui s'est offert du répit en allant dominer Rodez 2-0. Et oui, du ballon rond, on passe au ballon ovale avec le rugby à 7. C'était le retour des Seven Series à Perth en Australie. Les Français ont été battus par les Fidji 17-5 dimanche dans un match de classement pour la 5e place de l'étape de Perth. Après le Cap, les Françaises ont obtenu une nouvelle fois la 3e place en battant les Canadiennes 14-7 dimanche. Passons au rugby à 15. Sur la 15e journée du top 14, Toulouse a finalement pris le meilleur sur Montpellier en seconde période, 27-17. Sur la Pro D2, la 18e journée, Mont-de-Marsan a été battu à domicile par Montauban, 21-33. À domicile, Béziers a subi la loi de Colomiers, 17-29, et de ses 4 essais du soir. Et on termine donc avec l'automobile, et c'était le fameux rallye de Monte-Carlo, 93e édition. Le Français Sébastien Ogier sur Toyota s'est imposé dimanche, une épreuve qu'il remporte pour la 10e fois, 9 succès en WRC et 1 en IRC. Le Français a devancé son coéquipier chez Toyota, l'anglais Elfyn Evans, de 18 secondes et 5 centièmes, et son compatriote Adrien Fourneau sur Hyundai, 3e à 26 secondes pour ses débuts dans l'écurie sud-coréenne. Merci Laurent pour ces résultats. Nous enchaînons avec un point sur le Vendée Globe en compagnie de Mathieu Sapin, skipper de course au large, qui nous livre ses analyses sur la course après l'arrivée de Charlie Dalin. Et si on parlait de sport, la chronique.
Et oui, nouvelle chronique Vendée Globe avec Mathieu Sapin qui nous rejoint par téléphone. Et on va poursuivre notre décryptage sur cette course. 10 jours après le sacre de Charlie Dalin, les arrivées s'enchaînent désormais sur le Vendée Globe. Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors Mathieu, ils sont arrivés à la suite de Charlie Dalin. Est-ce qu'on peut faire un petit point avec toi sur toutes ces arrivées ? Eh ben, écoute, à l'heure à laquelle nous parlons, c'est-à-dire lundi 27 en début d'après-midi, 11 bateaux ont déjà franchi la ligne. Donc Charlie Dalin, grand leader avec un temps extraordinaire de 64 jours, suivi de près par Johan Richaume. Le troisième, c'était Sébastien Simon, puis Jérémy Bayou, qui est arrivé juste avant Paul Meillat. C'est marrant parce qu'ensuite ça s'est mis à faire des groupes de 2 quasiment. Donc il y avait Jérémy Bayou devant Paul Meillat, puis Nicolas Lunven qui est arrivé juste avant Thomas Ruyant. Et dans la même journée, ça c'était samedi, on a ensuite eu la première féminine, Justine Métro, la Suissesse, qui est arrivée juste devant Sam Goodchild. Et Sam Goodchild, c'était le premier anglais à mettre pied à terre. Oui, mais elle, c'était la première étrangère quand même. Il faut aussi noter non seulement la première femme et la première étrangère. Exactement, Justine, elle est suisse, donc effectivement, c'est une Suissesse. Et première étrangère, première femme. Voilà, premier Vendée Globe. Premier Vendée Globe, et puis elle explose le record établi par une femme qui était Clarisse Kramer il y a 4 ans. Elle fait un temps canon, et à préciser aussi, c'est la première sur un bateau de l'ancienne génération. C'est-à-dire que devant elle, tous les 7 premiers ont un bateau qui a été construit il y a moins de 4 ans, donc depuis le dernier Vendée Globe. Et Justine, elle est sur un bateau qui a 7 ans maintenant, puisque c'est l'ancien bateau de Jérémy Bayou, c'était le premier Charles. Alors après il y a le Britannique, tu disais, et Benjamin Dutreux. Voilà, le Britannique Sam Goodchild, et puis ensuite Benjamin Dutreux qui a passé la ligne cette nuit à 2h du matin, un petit peu avant, et à cause de la tempête, les bateaux ne peuvent plus rentrer en ce moment au Sable d'Olonne. Donc Benjamin s'est dérouté après le passage de la ligne à La Rochelle, et il est rentré dans le port de La Rochelle à 2h du matin. Donc c'était la fête à un petit peu plus petite échelle, mais c'était quand même une très très belle fête cette nuit à La Rochelle et non pas au Sable d'Olonne pour l'arrivée de Benjamin. Et la 11e qui a également franchi la ligne d'arrivée cette nuit, c'est Clarisse Kramer sur l'Occitane, et qui elle aussi s'est ensuite déroutée sur La Rochelle, et elle est là à l'heure actuelle, elle est devant le port de La Rochelle, et elle attend la marée haute pour l'ouverture de l'écluse. Donc d'ici une petite heure, elle devrait avoir mis pied à terre au port de La Rochelle. Alors quand on voit toutes ces arrivées, Mathieu, j'ai envie de poser la question, comment on explique l'augmentation de ces records, et aussi l'engouement aussi bien sur le terrain, bien sûr, sur l'eau, comme on dit, et aussi à travers tout ce qui s'est passé en audience télévisée et digitale pour ce Vendée Globe qui a l'air de prendre de plus en plus d'importance? Alors historiquement, en 89, quand le Vendée Globe a été créé par Philippe Gentot, la véritable question, c'était est-ce que c'est possible de faire un tour du monde en solitaire et sans escale et sans assistance. Depuis, cette année, c'est la 10e édition, donc à force, les marins ont démontré que c'était possible, et ils ont même démontré que ce n'était pas seulement une course d'endurance, mais que ça devenait véritablement une course de vitesse. Donc, en tout cas, étudier les précédentes éditions pour pouvoir construire le bateau le plus adapté possible au vent, aux conditions climatiques d'un Vendée Globe, et puis à la rudesse d'une belle course, développer des foils qui permettent de voler, y compris dans le Pacifique et l'océan Indien, qui sont des océans qui sont rudes, et qui sont pas des océans sur lesquels on va régulièrement faire de la course au large en bateau, font que les bateaux vont plus vite, les bateaux sont également plus solides, et les skippers sont mieux préparés. Alors moi je voudrais juste te couper parce que là tu es parti sur l'eau, mais je voulais aussi te pousser un petit peu dans tes retranchements sur la partie engouement qu'il y a eu sur à travers les audiences, parce que c'est aussi important quand on fait une grosse épreuve. J'aurais voulu t'emmener un petit peu sur ce territoire-là. Alors j'allais y venir. Écoute, c'est un petit peu. Alors c'est pas compliqué d'en parler, mais ça va être compliqué de lui tirer son chapeau en ce moment. C'est-à-dire que depuis quelques années, tous les bateaux de course au large sont équipés de l'antenne satellite Starlink, qui
qui est les antennes de Elon Musk. Voilà, donc après tous les événements de la semaine passée au niveau politique américaine, on ne sait pas s'il faut le féliciter ou pas. Bref, il n'empêche que grâce à cette antenne, on capte l'Internet haut débit partout dans le globe. Et même si les Français étaient à la pointe de la technologie au niveau des radiocommunications et des satellites il y a quelques années, on s'est clairement fait devancer. Et tous les bateaux, que ce soit les navires commerciaux et comme les navires de course au large, sont maintenant équipés en Starlink parce que ça marche très bien et ça coûte pas cher. Mais effectivement, on est passé sur le dernier Vendée Globe. Il y a Starlink qui n'existait pas encore, ou en tout cas n'était pas marinisé pour aller sur nos bateaux de course. Et il faut avoir en tête qu'un abonnement satellite, ça coûtait l'équivalent de 5 à 6 000 euros par mois pour avoir les datas d'il y a 4 ans. Et cette année, on parle de environ 300 euros par mois pour plus de connexions data avec un meilleur débit. Donc, c'est d'ailleurs ce qu'on a vu. Quasiment toutes les semaines, on avait les skippers en visioconférence alors qu'ils sont tous dans leur bateau et on les voit comme s'ils étaient à la maison. C'est assez incroyable la qualité des images. Donc, toutes ces médias qui sont facilement envoyés, qui sont ensuite relayés par leurs équipes à terre, qui sont des véritables community managers et des véritables équipes communicantes, font qu'on voit plus d'images du Vendée Globe et des skippers sur les réseaux sociaux. Donc forcément, ça crée une envie, ça crée de l'afflux et des personnes qui suivent. Non, on a quand même vu aussi du terrain, parce que si je regarde quelques chiffres, le village départ a attiré 1,65 million de visiteurs et un record de 350 000 personnes présentes le jour du départ, des chiffres énormes, avec une hausse de 10% par rapport à 2016. Donc il y a eu aussi un engouement réel sur le terrain avec ce grand départ. Oui, alors il faut aussi noter qu'il y a 4 ans, on était tous confinés, on n'avait pas le droit d'être présent lors du départ. Mais en étant tous confinés, tout le monde a regardé à la télé et puis de très nombreuses personnes ont joué à l'appli Virtual Regatta qui est le Vendée Globe sur son smartphone. Alors, il y a un chiffre qui est tombé, Mathieu. Le départ a rassemblé, pour aller dans ton sens, 10 millions de téléspectateurs en direct en France. Part d'audience, 76%. Au total, 22 millions de Français ont suivi les images de l'événement, tandis que 47 millions de visites ont été enregistrées sur le site officiel. Ce qui est fou. C'est fou. C'est ce qui fait que le monde de la course au large, mais qui est un monde à la fois de vitesse, de technologie, d'esprit d'aventure malgré tout, parce que là, les skippers savent qu'ils partent. Ils espèrent partir environ 70 jours, mais pour certains, ça va être un peu moins, et pour beaucoup, ça va quand même être jusqu'à une centaine de jours, donc c'est pas neutre, tout seul sur un bateau qui fait quand même 18 mètres. Donc la notion d'aventure, elle est malgré tout encore présente et extrêmement présente. Donc tous ces éléments font que effectivement, les Français ont envie de regarder, ont envie de suivre, et puis la facilité d'accès aux médias font que on est alimenté quotidiennement là-dessus, donc c'est génial. Et c'est génial parce qu'en parallèle, les sponsors qui ont leur nom sur les bateaux ont un retour. Donc ça les incite à rester dans la voile et ça incite de nouveaux sponsors à venir dans le monde de la voile et de la course au large. On a coutume de dire que le Vendée Globe, c'est les Jeux Olympiques de la course au large. Mais d'un point de vue média, on se rend compte effectivement que c'est également un équivalent des Jeux Olympiques pour la course. Écoute Mathieu, je pense qu'on va poursuivre cette discussion tout au long de ces 100 jours, puisque effectivement on sait qu'il y en a d'autres on va les suivre parce qu'il y a les premiers, mais les derniers aussi sont intéressants. On va suivre leur parcours. On te propose de se retrouver dans une petite semaine pour faire un point, un bilan de ceux qui vont arriver, de ce qui sera passé avec cette tempête aussi, voir s'il n'y aura pas eu trop de dégâts, et puis de continuer un peu ce petit bilan, que ce soit sur l'eau ou hors de l'eau. Il restera à discuter un petit peu de la compétition en elle-même, les records qu'on été battus, et puis cette notoriété constante. Voilà, je te propose de se refaire un petit point dans une petite semaine avec toi sur ce Vendée Globe. Avec plaisir. Merci beaucoup Mathieu. Merci. Bon courage pour la suite. Et puis maintenant, on va passer à cette première mi-temps de l'émission Sur Parlons Sport avec nos invités Romain Ndoumbé et Vincent Maharavo.
Et si on parlait de sport? Première mi-temps. Et voilà, retour dans l'émission. Et si on parlait de sport, nous sommes ravis d'accueillir Romain Ndoumbé, qui est responsable du centre d'entraînement et de pôle France de snowboard freestyle à Font-Romeu, et Vincent Maharavo, qui est lui skieur professionnel, skieur de haut niveau en équipe de France de ski freestyle dans les disciplines halfpipe, slopestyle et big air. Bonjour à tous les deux, merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec Romain et Vincent, nous allons parler de snowboard, un sport qui est né dans les années 1960. Le snowboard était l'enfant rebelle du ski, inspiré du surf et du skate. Ce sport a été inventé aux États-Unis et a été popularisé par des pionniers comme Jack Burton et Tom Sims, qui ont transformé une simple planche en véritable révolution sur les pistes. Voilà, donc nous avons avec nous Romain qui lui est un passionné depuis des années. Il descend sur ses planches et qui va nous en parler un petit peu plus. Bonjour Romain. Bonjour. Alors Romain, un petit mot d'abord sur qui est Romain, qui est son parcours, et puis qu'est-ce qui a fait que Romain il se soit mis dans le snowboard. En fait, donc bonjour, je vous remercie de m'avoir invité sur cette émission. Donc je suis responsable du pôle France à snowboard freestyle à Font-Romeu. J'ai 52 ans, donc ça fait maintenant plus de 37 ans que je fais du snowboard. Je viens des disciplines alternatives du skate, du surf en Vendée où j'ai fait beaucoup de ces disciplines. Et j'étais sponsorisé en skate. Quand le snowboard est apparu sur les stations de ski, je me suis mis à faire du snowboard un peu comme ça se passait en Californie quand il y avait plus de vagues, qu'ils ont commencé en fait à prendre les planches et à aller dévaler les stations américaines. Dès la première fois que j'en ai fait, c'est devenu vraiment une passion. De fil en aiguille, avec un cursus STAPS, j'ai passé tous les diplômes de la Fédération française. Et malheureusement, il n'existait pas de diplôme de snowboard en France, donc je suis parti à l'étranger passer un diplôme professionnel. Et à partir de là, j'ai commencé à coacher en snowboard. J'ai fait très peu de compétitions parce qu'à cette époque, il y en avait pas. Et moi, j'ai été spécialisé sur du snowboard freestyle. Donc, comme du skate freestyle, ça se faisait en fait sur les bords de piste, en freeride. C'était vraiment sauvage comme pratique. Ça s'est structuré de plus en plus pour après avoir des snowparks et des zones dédiées à la pratique. Donc, au début, j'ai eu un parcours quand même assez normal. J'ai entraîné en club, puis en comité départemental, puis en comité régional. J'ai eu la chance d'avoir la proposition du proviseur de Font-Romeu de monter une section sportive qui après s'est développée en pôle espoir et maintenant qui est le pôle France de la Fédération française de ski. Alors justement, tu viens de nous donner plein de noms là. Est-ce que pour nos auditeurs, tu pourrais nous définir un peu ces différentes disciplines du snowboard? Alors, la pratique du snowboard se divise en deux catégories bien distinctes. Il y a d'un côté la vitesse, donc tout ce qui est border cross et géant. Nous en France, on est vraiment très fort en border cross, discipline de vitesse où l'intention large est de descendre un parcours avec des mouvements de terrain comme des hoops et des petits sauts le plus vite possible. C'est géré par le chrono. Les courses se font à 4 ou à 6. Premier arrivé en bas, c'est une course. Et la France est championne du monde depuis des années de cette discipline. Et d'un autre côté, il y a le snowboard freestyle, qui est une discipline de jugement, où l'intention large est de dévaler une pente, donc un slope, en fait, avec du style, d'où le nom de la discipline slopestyle. Et donc, il y a un enchaînement de sauts et de modules. Donc, la plupart du temps, c'est des modules en fer, comme des bancs ou des barres en fer, où les athlètes doivent glisser dessus en faisant des figures. C'est ce qui se rapproche le plus du skate. C'est ça, on a rajouté la neige, mais on a piqué un peu les idées qu'il y avait sur le skate, en fait. Exactement, les modules de rail et également les figures. Bon, alors maintenant qu'on a un petit peu ce principe-là, tu vois, tu es responsable du centre d'entraînement du Pôle France, donc c'est-à-dire qu'on a quand même pris ça au sérieux, malgré qu'on lui ait donné un intitulé de sport rebelle. Comment ça se passe maintenant? Quel est exactement ton boulot à Font-Romeu? Mon boulot est la prise en charge du double projet des
des athlètes, de leur rentrer dans la structure d'accession au niveau, c'est-à-dire c'est en 6e, 5e à peu près, et ils rentrent en centre régional de formation. Après, ils suivent le structure jusqu'en terminale, et ils ont la possibilité, donc de la 6e à la terminale au lycée sportif et climatique de Font-Romeu. En fait, il y a plusieurs étages, comme dans toutes les autres fédérations ou les autres centres d'entraînement. Et donc là, on a le centre régional qui correspond en fait à un très bon niveau régional et en fait à accéder au championnat de France. Après, le niveau au-dessus, c'est le pôle espoir ou le centre interrégional. Et donc là, on commence à aller sur des compétitions internationales, donc des compétitions FIS ou des compétitions Coupe d'Europe pour l'expérience. Et le niveau au-dessus, c'est le pôle France ou le centre national d'entraînement, où là, l'objectif, c'est de performer sur les compétitions internationales et de prétendre, en fait, de performer sur les courses de référence que sont les Coupes du Monde, les Jeux Olympiques, les Championnats du Monde junior. Parce que la particularité du snowboard freestyle est un sport à maturation précoce, comme le patinage artistique ou la gymnastique. Ce qui fait que les enfants doivent, les athlètes, les élèves, ils ont plusieurs rôles, doivent en fait arriver au plus haut niveau mondial, en fait, entre 17 et 19 ans. Alors, et après, de 19 ans à 22 ans, 23 ans, ils se maintiennent et ils acquièrent de l'expérience. et tu Mais il fais faut que le niveau technique soit atteint. tu fais du repérage un petit peu, pardon, comme un peu, on va dire, comment ces jeunes, ils sont tous des Pyrénées, j'imagine qu'ils ils peuvent évoluer dans plein d'autres clubs. Comment ça se passe la détection? La détection est au niveau national. Il y a plein de courses qu'on appelle le KNT, Kiel National Tour, qui sont organisées par tous les massifs des Français. Et ils sont pilotés par les clubs et les comités régionaux. Et donc, au sein de pendant ces compétitions, en fait, ça nous permet là de commencer à avoir un œil bienveillant, mais de commencer à faire de la détection. Après, au niveau régional, on a un programme qui s'appelle le programme régional jeune. Donc, ça nous permet aux athlètes les plus motivés, donc de leur proposer des stages extra-club. Donc encore un petit plus. Et après, on passe au niveau national, donc le programme national jeune. Et après, ils intègrent la structure d'entraînement de Font-Romeu. Alors, cette fameuse structure d'entraînement qui a été créée donc en 2011, qu'est-ce qui la distingue, en fait, cette cité d'excellence qu'on l'appelle Font-Romeu, d'autres structures d'entraînement en France? Qu'est-ce qui fait cette petite différence? L'énorme particularité de Font-Romeu, c'est d'être à 10 minutes à pied d'un snowpark de Coupe du Monde. Donc, les athlètes qui viennent à Font-Romeu ont l'avantage d'être dans le cadre de leur projet scolaire pris en charge par un lycée traditionnel, qui a en fait des aménagements qui permettent aux athlètes de très haut niveau de louper les cours pour aller sur des entraînements ou des compétitions et en revenant d'avoir un soutien scolaire, d'avoir un suivi individualisé. C'est vraiment une belle valeur ajoutée de l'établissement. Ensuite, cet établissement fonctionne avec le Centre national d'entraînement en altitude. Il nous permet d'avoir toutes les installations sportives et l'expertise sur le très haut niveau et l'accompagnement en haute performance. Et en plus, on a à 10 minutes à pied la station de Font-Romeu et son snowpark, le Sunny Park, qui est un snowpark de Coupe du Monde. Ça veut dire que les enfants, les athlètes, les élèves ont 12 heures d'entraînement hebdomadaire, de début décembre jusqu'à fin mars sur le snowpark de Font-Romeu. Donc on vient de voir là justement comment le CNA accompagne et Font-Romeu accompagne donc les jeunes pour leurs études et leurs ambitions sportives avec tous les équipements et effectivement le calendrier adapté pour qu'ils puissent suivre ça correctement. Donc les avantages pour les athlètes de haut niveau de snowboard, on vient de le voir puisque c'est effectivement ce snowpark à côté qui est effectivement pratique. Quel est le rôle du dispositif national de coordination des pôles de snowboard en freestyle? Alors le DNCPS, la création du DNCPS, en fait, a eu lieu parce qu'il n'y avait pas suffisamment de licenciés dans tous les massifs. Donc, en fait, la Fédération française n'a pas la possibilité de créer un pôle espoir en Savoie, un pôle espoir dans les Alpes-Maritimes, 4-5 pôles espoir en France de snowboard freestyle. Donc, il a été décidé de tout regrouper sur un seul endroit et le dispositif de coordination des pôles, c'est en fait la mutualisation des moyens
entre les différents comités régionaux pour n'avoir qu'une seule entité d'entraînement de haute performance en snowboard freestyle. Comment ça s'intègre ce dispositif dans la dynamique finalement du centre, puisqu'on sait qu'il y a plein d'autres activités. Comment ça s'intègre directement? Comment ça fonctionne? Nous, on a toute la colonne vertébrale du snowboard français, en fait, du centre régional jusqu'au Pôle France. L'avantage, en fait, à Font-Romeu, c'est qu'il y a des classes neige. Donc, en fait, cette logique un peu tribale de ne regrouper que les snowboarders est éclatée au sein de Font-Romeu, parce qu'en fait, dans les classes neige, tous les élèves sont par leur niveau, donc en seconde, première ou terminale, ou en collège, bien sûr, ça fonctionne de la même façon. Mmh. Et ils sont avec les skieurs alpins, avec les skieurs freestyle, avec les nordiques. Donc, en fait, tous les sportifs sont ensemble, et c'est vraiment la richesse de Font-Romeu. Les athlètes ne sont pas isolés dans leur discipline. C'est qu'en fait, ce sont avant tout des élèves, et il y a toute cette interaction, parce qu'il y a du très haut niveau en natation, il y a du très haut niveau en lutte, il y a du très haut niveau en ski d'alpi. Et donc, du coup, il y a cette interaction entre tous les élèves qui est très enrichissant, et également entre tous les coachs. Donc, ça fait un creuset permanent d'échange de compétences. Alors le fait d'avoir cette structure, c'est super intéressant. Elle est un petit peu isolée par rapport à d'autres disciplines, on en parlait hors antenne, mais quels sont finalement les objectifs futurs pour ce centre d'entraînement en termes d'infrastructures et de résultats sportifs? Alors grâce à la création de cette structure, on a eu une belle évolution du snowboard freestyle au niveau mondial et les résultats qu'on a pu atteindre en Coupe du Monde, avec des élèves qui sont encore scolarisés dans la structure. Donc l'objectif pour 2026, qui est déjà le cas en fait pour 2026, c'est le centre de préparation olympique. Et après pour 2030, c'est d'officialiser la cité d'excellence de Font-Romeu et Altiservice comme centre national de préparation olympique pour les Jeux de 2030. Alors, on en arrive un petit peu à la partie vraiment sportive. Est-ce qu'il y a quelques sportifs actuellement qui sont formés au centre? Est-ce que tu peux nous en parler, donner quelques résultats, ou voilà, sans leur mettre la pression, mais nous faire connaître un peu ceux qui sont dans tes mains, on va dire? Nous avons 18 athlètes au centre d'entraînement de Font-Romeu sur de la section sportive au Pôle France. En ce moment, nous avons Romain Allemand qui a fait 2 podiums en Coupe du Monde, une fois à Tignes en France et la dernière fois à Cours en Suisse sur un big air où il a pris la 3e place. Donc on est vraiment sur de la très haute performance. Sur la dernière Coupe du Monde qui a eu lieu à Krachberg en Autriche, Enzo Valax du club d'Ax-les-Thermes a pris la 5e place. Donc, on commence à être représenté dans les finales et sur les podiums lors des Coupes du Monde, ce qui est de très bon augure pour les sélections pour les Jeux Olympiques de 2026. Ce sont vraiment les têtes de gondole qu'on a en ce moment sur la structure. Enfin, Romain est en terminale et Enzo, lui, il est en post-bac. Donc, lui, il n'est plus permanent sur la structure d'entraînement de Font-Romeu. Nous, la vocation qu'on a sur Font-Romeu, c'est de garder les athlètes jusqu'à 18 ans dans le cadre de leur double projet. Après, ils partent sur un cycle d'enseignement supérieur, donc ils ont beaucoup plus d'autonomie. Ils reviennent ici que pour faire des cycles d'entraînement, de préparation physique. Et après, au niveau Coupe d'Europe, nous avons Julien Merken qui a gagné la Coupe d'Europe organisée à Font-Romeu du 2 au 6 janvier. Et il y a 2 athlètes qui sont actuellement en finale sur la Coupe d'Europe de Senzoran en Italie, c'est justement Julien Merken et Tom van der Rohe. Donc tu penses que parmi tous ceux que tu viens de nous citer, il y en a quelques-uns qui ont des chances de représenter la France aux Jeux d'hiver à Milan-Cortina en 2026, pardon? De très très grandes chances de représenter la France aux Jeux Olympiques, oui. Après des chances de médaille, j'ai pas parlé de ça. J'ai pas parlé de ça. J'ai pas voulu mettre la pression. Je ne me permettrai pas, mais simplement de savoir si effectivement le travail paye et qu'on peut espérer à travers ce travail qu'il y ait des jeunes qui sont du centre qui représenteront la France. Oui, on espère. On a tout ça au fond du cœur. Tous les voyants sont ouverts, on va dire. Maintenant, la route pour la sélection jusqu'au jeu est encore longue. On va pas mettre la charrue avant les bœufs, mais
on va vraiment dans le bon sens. Alors, on va te poser une petite question, parce on a Vincent qui est avec nous, qui va nous faire un petit point tout à l'heure sur son parcours. Lui, il est plus âgé, il est déjà skieur professionnel. On expliquait tout à l'heure qu'il a suivi un parcours un peu particulier, puisqu'aujourd'hui, il va être dans une structure un peu différente. Il va se lancer pour préparer des jeux aussi dans une autre discipline qui serait le halfpipe. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne, puisqu'on disait tout à l'heure que on espère créer des groupes, on espère développer aussi dans l'avenir d'autres structures. Nous, le fonctionnement qui est mis en place au sein du centre d'entraînement, en fait, on a un seul team qui est composé en fait de 18 athlètes. Donc, on a une énorme cellule de performance. Et après, il y a des coachs qui sont préposés en fait pour se déplacer soit sur le circuit Coupe d'Europe, soit sur le circuit Coupe du Monde. Donc, un athlète peut se retrouver en fait sur le circuit Coupe d'Europe. Et si à un moment il a un pic de forme ou une explosion qui en fait lui permet d'accéder sur le circuit Coupe du Monde, là il bascule en fait, il est pris en charge par un autre coach, mais tout en restant dans la même entité et dans le même team. Et que simplement en fait on a des coachs, parce que c'est pas le même circuit, hein. Donc, on est obligé d'avoir plus de moyens humains pour pouvoir se déplacer d'un côté, pour pouvoir faire le tour du monde et l'autre pour pouvoir faire le tour de l'Europe. Que nous travaillons activement avec le ski freestyle au sein de la structure d'entraînement de Font-Romeu, c'est de créer une entité park and pipe, c'est-à-dire de fusionner les commissions au niveau snowboard et les commissions au niveau ski freestyle et de faire une seule entité qui est Park and Pipe. Et en fait, cette organisation est cohérente par rapport aux organisations des institutions internationales, comme la Fédération internationale de ski, qui crée, qui a une entité Park and Pipe. Et donc là, ça permet d'être plus fort pour échanger avec la station sur les évolutions du parc, pour des recherches de mécénat, parce que l'argent reste toujours le nerf de la guerre, et après de pouvoir mutualiser les différents événements et les actions que nous voulons mettre en place. On travaille ensemble avec Vincent et on se voit quotidiennement sur le parc de Font-Romeu. Un dernier petit mot pour les parents qui vont écouter cette émission et dont ils ont des enfants qui pourraient se poser la question. Quel conseil tu pourrais donner à ces parents ? Ce qui est important, c'est de garder en fait l'accent sur le projet scolaire. Enfin, le projet sportif ne va pas sans le projet scolaire. Ce sont des habiletés transversales qu'on doit développer pour faire du haut niveau. Font-Romeu met vraiment l'accent sur la gestion de ce double projet. Donc, les parents peuvent être assurés sur l'accompagnement scolaire pour les athlètes qui décideraient d'intégrer la structure de Font-Romeu. Après, sur les plus petits niveaux, en fait, on fait vraiment du snowboard assez large et on se spécialise après, petit à petit, sur du snowboard freestyle. Donc, il faut pas que les parents aient peur en train de se dire, directement, on va les envoyer pour sauter des gros modules et faire des vols de 20 mètres et tourner 5 fois. Les choses se font bien sûr très progressivement et qu'il y a une très très bonne prise en charge sur tout ce qui est préparation physique, prophylaxie, prévention de blessures. Il fait que dans la structure de Font-Romeu, même si c'est une discipline très acrobatique, il y a très peu de blessures. Et surtout, les enfants, c'est un peu comme le judo. On a l'impression qu'il y a beaucoup de chutes et d'accidents, mais les enfants, ils savent tomber. Donc, c'est un peu comme au judo. En fait, la première chose qu'on apprend, c'est de tomber au judo avant d'enchaîner toutes les phases de combat. Mais en fait, en snowboard freestyle, une des premières choses qu'on apprend, c'est de tomber. Donc en fait, tu vas nous former des petits Teddy Riner, quoi, du snowboard. En tout cas, merci à toi pour c'est mon rêve. Voilà, merci pour ton témoignage dans cette émission ici sur Parler de Sport. Bonne continuation pour tout ce que tu fais avec ces jeunes, et en espérant qu'effectivement tu pourras avoir un jour un champion olympique dans tes rangs. Tu es bien sûr bienvenu quand tu veux dans l'émission à l'avenir, et je te souhaite une bonne année. Merci beaucoup. Merci beaucoup Romain. Vincent, on va désormais vous donner la parole. Bonjour. Bonjour Pauline. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour ceux qui ne vous connaissent pas encore ? Alors voilà, moi je m'appelle Vincent Maharavo, je suis skieur professionnel, j'ai 27 ans. Je fais du ski freestyle, donc dans la discipline halfpipe, et j'habite dans les Pyrénées, à Font-Romeu.
et je tourne sur le circuit international, donc Coupe du Monde, Championnat du Monde et la grosse échéance qui sont les Jeux Olympiques pour nous d'hiver l'an prochain déjà. Donc voilà pour faire un tableau simple. Et alors justement, après plusieurs années à vous concentrer sur le slopestyle et le big air, pourquoi avoir choisi de vous orienter vers le halfpipe cette saison ? Alors j'ai toujours été passionné de ski, de freestyle, voilà, c'est ma discipline phare. Donc en fait le ski freestyle c'est quand même une grande famille qui englobe plusieurs disciplines. Et moi voilà, j'étais concentré sur slopestyle et big air, donc c'est les deux disciplines principales que j'ai pratiquées pendant peut-être 15 ans maintenant, donc ça fait un bon bout de temps. Et j'ai fait 10 ans de haut niveau, de haute performance dans ces deux disciplines-là, donc avec toutes les coupes du monde, championnats du monde, et notamment mes qualifications au JO. Et malheureusement, je n'ai pas pu me qualifier au JO en slopestyle et en big air sur les derniers Jeux Olympiques de Pékin. Et donc en fait, il y a eu une grosse remise en question suite à ça, par rapport à ce que je voulais vraiment faire, ce qui me plaisait vraiment. Et j'ai retrouvé goût et passion au freestyle en me lançant dans une nouvelle discipline, donc en halfpipe. J'avais déjà quelques connaissances en halfpipe, parce que pour le slopestyle, on a quand même des fois des courbes de halfpipe qui s'intègrent dans un slopestyle. Donc voilà, j'ai des connaissances, mais c'est quand même un nouveau sport, une nouvelle ambiance, des nouvelles compétitions, des nouvelles destinations et une nouvelle team pour moi. Donc voilà les raisons de ce choix, aussi un renouveau si vous voulez. Et pour ceux qui ne connaissent pas cette discipline, le halfpipe, en quoi ça consiste ? Alors le halfpipe, c'est un grand U, un U géant, donc le demi-tube en français, la rampe géante pour certains, comme on peut dire là, les rampes de skate. Donc en fait, c'est un grand U où on va faire des allers-retours en ski à l'intérieur. On va prendre de la vitesse et on va prendre de l'amplitude, on va sauter en l'air et retomber dans le tube. Donc c'est plein d'allers-retours comme ça, à la différence du slopestyle qui était un enchaînement de sauts, de bosses, des grands tremplins et des barres de slide, donc des barres métalliques sur lesquelles on slidait. Là, le halfpipe, c'est vraiment un grand U presque gelé, je dirais, puisque pour maintenir des murs verticaux comme ça de 6 mètres, puisqu'un halfpipe, ça fait entre 5 et 6 mètres suivant le modèle, suivant le halfpipe. Mais voilà, on a des grands murs gelés sur lesquels on va s'envoyer à 6 mètres de haut en faisant des figures. Et pour revenir à ce qu'on disait juste avant, est-ce que cette transition marque un tournant définitif dans votre carrière ou envisagez-vous de continuer à concourir en slopestyle et big air ? Alors, je dirais pas un tournant définitif, non, puisque j'ai quand même bien laissé comprendre aux personnes qui me suivaient, notamment à mes sponsors, à ma fédération de ski, à mes entraîneurs et toutes les personnes qui me suivent derrière, que je faisais du halfpipe parce que ça me faisait plaisir et je voulais réussir dans cette discipline et je sens que j'en ai le potentiel de faire quelque chose de grand. Donc cette année, c'est concentration à 99% sur le halfpipe, puisque pour performer, il faut que je m'y mette à 100%. Bon, je dis 99 puisque on n'a pas des halfpipes partout, donc bien sûr je fais un peu de slopestyle quand je peux. Mais voilà, donc cette année c'est principalement halfpipe, donc Coupe du Monde, entraînement halfpipe 100%. J'ai besoin d'une année comme ça où je m'y implique très sérieusement pour pouvoir progresser, mettre toutes les chances de mon côté de réussir. Et puis dès que je serai un peu plus en place en halfpipe, avec plaisir, je retournerai sur quelques compétitions de slopestyle et de big air si j'arrive à me sélectionner et à rester au top niveau dans cette discipline-là. Mon rêve ultime, ça serait bien évidemment de pouvoir concourir sur les 3 disciplines. Mais vu que je suis débutant, on va dire en halfpipe, il faut, débutant sur le circuit de la haute performance, bien évidemment, il faut que je me concentre cette saison, voilà, que sur le halfpipe. Mais c'est pas un tournant définitif. Et est-ce que vous pouvez nous parler de votre passage à une structure privée comme Global Free Ski ? Quels avantages et défis cela représente-t-il pour vous ? Alors, comme vous l'avez dit, il y a des avantages et des défis. Donc, le fait de me lancer dans le halfpipe fait aussi que je me lance dans une discipline qui est plus pratiquée par l'équipe de France et par les Français. Avant, on avait encore le dernier compétiteur, Kevin Rolland, qui était encore sur le circuit jusqu'au championnat du monde de Bakouriani en 2023. Et depuis 2023, on n'a plus de compétiteurs en halfpipe pour la France. Et moi, j'ai pris ce choix j'ai choisi de faire du halfpipe en 2024. Donc juste après la fin de l'équipe nationale. Donc aujourd'hui,
avec la fédération française, on a seulement une équipe nationale de slopestyle et de big air, pas d'équipe nationale de halfpipe. Donc j'ai dû m'organiser de mon côté en solo pour pouvoir créer une structure, pour pouvoir m'entraîner, avoir une entraîneur, avoir des prépas physiques, avoir de la préparation mentale, de la kiné, de l'ostéo, etc. Donc j'ai dû me pencher sur la chose pour pouvoir trouver un moyen de faire face à tous ces éléments. Et j'ai trouvé donc Isabelle Hansen, qui est une néerlandaise, une coach renommée puisqu'elle était sur le circuit international Coupe du Monde à l'époque, que je connaissais en tant que compétitrice. Et je lui ai expliqué mon projet. Et voilà, elle m'a dit, écoute, moi je te suis, on fait ce parcours ensemble, et puis je te soutiens dans ta démarche. Donc grâce à Freeski Global et à Isabelle Hansen, j'ai pu avoir un soutien logistique pour pouvoir arriver à la plus haute performance et au top niveau. La différence, c'est que vu qu'on n'a pas une équipe nationale, c'est du financement personnel, donc avec les sponsors, avec des apports personnels. Donc c'est une saison qui coûte très 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 cher. Voilà. Et vous êtes également passé par le centre d'entraînement de Font-Romeu. Quel rôle ce centre a-t-il joué dans votre parcours ? Alors c'est vrai que je faisais partie du CREPS et du CNEA à une période de ma carrière. Quand je suis rentré en équipe de France, on avait le siège d'entraînement national pour la fédération de ski qui était à Albertville. Et moi, vu que j'étais basé dans les Pyrénées, j'ai réussi à me rattacher au CNEA et au CREPS de Font-Romeu dans les débuts de la structure freestyle, puisque avant il n'y avait pas encore tout cet engouement au niveau du freestyle. Et puis avec Font-Romeu, oui, c'est vrai qu'on a fait des grandes choses avec le CREPS et le CNEA. J'ai pu avoir un soutien justement de kiné, d'ostéo, prépa physique, rééducation, médecin. Donc voilà, tout ce qui est hors ski, c'était une aubaine pour moi d'avoir ce centre à côté de la maison. Et puis après, j'ai choisi une direction différente. Et puis là, depuis quelques années, je me gère différemment. Donc ça doit faire 4 ans que je fais plus partie de cette structure-là. Mais c'est sûr que dans mes débuts, c'était hyper important pour moi d'avoir une structure comme ça. Aujourd'hui, elle se développe de plus en plus avec les jeunes qui ont le pôle espoir, la section freestyle, etc. Donc c'est une usine à champions maintenant. Ils ont tout pour réussir. Voilà. Et quels sont vos objectifs, vous, pour cette saison dans le halfpipe, notamment sur le circuit de Coupe du Monde ? Alors là, on a 5 Coupes du Monde cette saison, plus les championnats du monde. Donc on en a déjà fait 3. Mes premiers objectifs, c'était faire partie du top 30 mondial, puisqu'en fait, sur un départ de Coupe du Monde, on va être 50-80 compétiteurs internationaux sélectionnés. Et à chaque fois qu'on rentre dans le top 30, on cumule des points qualificatifs pour les JO. Donc moi, mon but, c'était sur les premières compètes, sans prétention. Je me suis dit, allez, je commence dans le pipe, va pas s'emballer, machin. Fais des trucs propres, bien, pour au moins rentrer dans le top 30 et commencer à accumuler des points. Le premier objectif, il a été réussi, puisque j'ai fait 30e sur ma toute première Coupe du Monde de pipe, ensuite 26 et ensuite 24. Donc à chaque fois, je me suis maintenu dans le top 30. J'ai accumulé des points pour la sélection au jeu. Donc maintenant, l'objectif, c'est de mettre en place ce que j'ai pu apprendre à l'entraînement avec Isabelle. Donc vraiment des runs techniques avec des doubles, des 1440 pour les connaisseurs. Donc c'est 4 tours sur soi-même en faisant 2 fois la tête en bas. Donc une sorte de figure vraiment technique. Et donc ça serait de mettre ça en place. Donc l'objectif de Trix, voilà, ça serait avoir un run technique, et l'objectif de résultat, bien évidemment, c'est de faire une finale de Coupe du Monde pour cette saison et éventuellement finale des championnats du monde, puisqu'on a les championnats du monde en mars à Saint-Moritz en Suisse. Ça, c'est les objectifs pour cette saison. Et justement, vous avez parlé de Milan Cortina d'Ampezzo 2026 comme un objectif à long terme. Je rappelle, c'est les prochains Jeux d'hiver qui auront lieu en 2026. Quelles étapes clés devrez-vous franchir pour y parvenir ? Alors, c'est en fait cette saison est une étape cruciale pour la sélection JO, puisque c'est cette saison et le début de la saison prochaine qu'on cumule nos points pour se sélectionner au jeu. Donc l'objectif, c'est de rentrer dans les 30 premiers mondiaux à chaque fois pour pouvoir cumuler des points pour les jeux. Et après, au mieux on fait, au plus de points on a. Donc au plus on est sécurisé, voilà, pour une place olympique.
Et donc moi, l'objectif principal, c'est sûr que la finalité, ça serait de me retrouver donc aux Jeux Olympiques et de pouvoir tenter de jouer la médaille aux JO, puisque mon objectif ultime, voilà, ça serait de faire une médaille en halfpipe et la médaille olympique est bien évidemment la plus prestigieuse à mes yeux. Après, il y a les médailles aux X Games aussi qui sont très prestigieuses. Et donc voilà. Donc là, cette saison, c'est les sélections olympiques. Donc il nous reste encore, si je dis pas de bêtises, 7 ou 8 Coupes du Monde et Championnats du Monde pour se sélectionner aux Jeux Olympiques de 2026. Vincent, pour conclure cet échange, qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus dans ce nouveau chapitre de votre carrière ? Eh ben moi, c'est la nouveauté. J'ai l'impression d'être un jeune, voilà, comme j'étais quand j'avais 13 ans, que je commençais le freestyle. J'apprenais des nouvelles figures tous les jours. J'avais un groupe d'amis, on s'amusait, on rigolait, on progressait, on était plein de rêves. Voilà. Et ben en fait, je ressens ça grâce presque au halfpipe, puisque moi, depuis toutes ces années que je faisais du slope, donc et d'hier, depuis 12 ans, 15 ans que j'étais sur le circuit, la flamme s'était presque éteinte et c'est vrai qu'avec ma déception olympique, j'avais plus trop le goût, voilà, au freestyle. Je savais plus trop donner de sens à ma carrière. Et le fait de faire du halfpipe, ben voilà, là je suis redevenu le Vincent de 13 ans que j'étais, avec plein de rêves, plein d'objectifs. Donc moi, ça me redonne vie, passion. Et pour moi, c'est incroyable. Donc là, je suis en train de revivre mon premier rêve, qui est mon deuxième rêve, qui est la vie finalement. Et puis voilà, l'objectif d'une vie, c'est être heureux, et je suis heureux comme ça. Donc c'est top. Voilà. Un grand merci Vincent pour votre témoignage dans l'émission Ici on parlait de sport. Bonne continuation pour la suite de cette saison. On espère vous voir du coup en 2026 pour les Jeux d'hiver. Merci, vous êtes le bienvenu dans l'émission quand vous voulez. Merci Pauline et merci à tous de nous écouter. C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants avec nos invités Sophie Raffi, Benoît Maury et Grégory Lacoste. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne ? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles et salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Et voilà, on rentre dans la deuxième mi-temps de cette émission. Et si on parlait de sport, et nous avons le plaisir d'accueillir Sophie Raffi, qui est présidente du TUC, le Toulouse Université Club, Benoît Maury, qui est directeur général du TUC, Grégory Lacoste, qui est éducateur socio-sportif au TUC. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors, avant de commencer, on va vous demander de vous présenter quelques mots sur votre parcours personnel ou sportif ou professionnel. On va commencer par Madame la Présidente. Oui, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Je suis présidente effectivement du Toulouse University Club, qui est le premier club omnisport d'Occitanie en nombre d'adhérents et de sections. Et mon parcours personnel est un peu particulier parce que moi, à l'origine, je suis une chercheuse. Donc, j'ai un doctorat en pharmacologie et je suis arrivée au TUC par ma fille après 5 ans passés en Angleterre où elle a voulu continuer à faire du hockey sur gazon. Et donc, du coup, le seul club sur Toulouse, c'était le TUC hockey. Et donc, du coup, de la Vuvette, je suis passée à présidente du TUC hockey. Et du TUC hockey, je suis passée à la présidente de l'Omnisport et du TUC vacances également. Et même maintenant, je suis vice-présidente de la Fédération française de hockey aussi sur gazon. Donc voilà, et vice-présidente de la Maison du sport au féminin. Respirez, soufflez, Madame la Présidente. C'est à peu près ça. Ça en fait beaucoup. On va demander à Benoît. Et du coup, bonjour à toutes et à tous. Moi, Benoît, je suis directeur du TUC. Et alors moi, j'ai aussi un parcours assez atypique, étant donné que je n'étais pas destiné à être à la direction d'un club de sport, étant donné que j'ai fait mes études non loin de là où on est en train d'enregistrer à la Beige, à l'école d'ostéopathie, à l'Institut toulousain d'ostéopathie, où j'ai fait 5 ans d'exercice
l'exercice de l'ostéopathie. Alors au début destiné aux sportifs de très haut niveau, et ça s'est accompagné après à l'ouverture à monsieur et madame tout le monde, avant de continuer à exercer mon activité que j'appréciais de conseil. Et on est venu avec Sophie et avec les dirigeants du TUC à se rencontrer, étant donné que je suis aussi président d'un club de football, la Sersoise, et du coup c'est comme ça que je suis arrivé dans un premier temps à l'Omnisport pour accompagner le projet de Sophie, et au fur et à mesure on a vogué ensemble pour pouvoir arriver jusqu'à aujourd'hui, et cette structuration entre le TUC Omnisport, le TUC Vacances et la partie sport santé, et pas que, étant donné que le TUC est l'acteur incontournable du sport qui permet l'activité à des fins de loisirs. On en parle tout à l'heure, je te lance pas plus loin là, garde-en un peu. Je vais demander à Grégory de te faire une petite présentation. Oui, bonjour à tous et à toutes. Moi je suis donc du coup un ancien joueur de foot, reconverti dans le coaching depuis 17 ans. J'entraîne encore aujourd'hui la R1 de Luzenac. Peut-être ça, un parcours professionnel qui m'a mené dans le social depuis des années. Effectivement, j'ai rejoint le TUC puisque, avec la double passion de mon travail dans le social et le sport, le TUC a lié les deux. Donc j'ai dit bingo et je suis arrivé au TUC où je peux faire tout ça. Eh bien, on va parler maintenant de ce fameux TUC, le Toulouse Université Club, avec une fête, puisque ça fait plus de 100 ans d'existence, d'après ce que j'ai pu lire, et vous allez me raconter tout ça. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'une ou l'autre? On va peut-être commencer par toi, Sophie. Qu'est-ce que ça représente, cette structure, et son rôle au cœur de la vie toulousaine? Eh bien, déjà, comme je l'ai dit juste avant, c'est à peu près 23 sections sportives qui font du sport tel que l'aviron, tel que le tennis, mais aussi des sections qui sont un peu particulières et transversales, telles que le TUC Vacances et Formation également. Et ça représente à peu près 6000 adhérents, donc toutes sections confondues, avec des enfants. Et on accueille environ à peu près, on va dire, entre 2000 et 3000 enfants, ça dépend des années, sur les différents sites de Toulouse. Et maintenant, on va même jusqu'à l'étranger, puisqu'on a relancé aussi les colos pour les jeunes dans différents pays, avec des actions d'éco-responsabilité qui sont... Voilà, on a des valeurs fortes au sein du TUC, et les valeurs de respect, c'est pas qu'un mot en l'air, c'est vraiment... on veut mettre en avant la promotion du sport pour tous, et avec des valeurs qui sont importantes à nos yeux, d'échange, de partage et de respect. J'avais une petite question, mais qui rejoint peut-être tous les deux. C'est tu as parlé du TUC qui, pour tout le monde, c'est des sections sportives, mais tu as glissé un mot qui est TUC Vacances. Comment ça s'articule, ces deux aspects-là? Parce que finalement, vu de l'extérieur, on s'imagine le TUC, ça regroupe des sections sportives, point barre. Comment ça se passe? Peut-être l'un ou l'autre? Comment c'est venu tout ça en fait? La venue, elle est très simple. L'idée, elle est venue d'une ancienne ministre de l'Éducation nationale qui s'appelle Nicole Belloubet, et d'un certain nombre de bénévoles qui étaient enseignants à l'université. Une question simple: que font les collaborateurs, que font les salariés pendant les périodes de vacances, et surtout que font les enfants des salariés pendant les périodes de vacances? Et là est venue l'idée de créer sur l'université Paul Sabatier le TUC Vacances. Et de fil en aiguille, à un moment donné, les enseignants et les coachs sportifs, comment ils vivaient pendant les périodes de vacances, comment on pouvait aujourd'hui permettre aux enfants d'avoir une continuité de l'activité physique tout du long de l'année. C'est là où, quand les sections qui, elles, font le sport dit de compétition, comment le TUC Vacances pouvait accompagner, à travers un centre de loisirs et un accueil collectif de mineurs à dominante sportive, de faire de l'activité physique. Et c'est exactement ça l'ADN de création du TUC Vacances, qui a été amené à évoluer parce qu'on avait besoin d'avoir un continuum dans l'activité sur le volet de la formation, avec le BAFA, le BAFD, et pareil, les cibles évoluant, on est arrivé à se développer sur la partie des colonies de vacances et des séjours, avec une double responsabilité que sont l'éco-responsabilité, le développement durable, et bien sûr l'activité sportive. On ne va pas et on ne se déplace pas dans un lieu sans avoir un engagement citoyen et un engagement social et un engagement écologique, parce que le sport doit véhiculer toutes ces valeurs. On l'a bien vu avec les Jeux. Sans une proactivité, il est plus facile de taper sur le sport que de le faire avancer. Et nous, notre principe, c'est de le faire avancer avant de se faire taper dessus. Et nous, on est plus dans l'action que dans la réaction.
On va revenir sur cet aspect-là. Je voudrais simplement, quand même, pour le public, que vous nous donniez un petit peu toutes les sections sportives qui existent chez vous, que les gens se rendent compte de ce qu'il y a comme potentialité chez vous. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, en espérant ne pas en oublier, parce que quand on en a plus de 20... Vous êtes 3, peut-être qu'à 3, vous allez y arriver. Toujours. Alors, on va essayer de commencer par ordre alphabétique. Des fois, c'est peut-être plus simple. Donc, il y en a l'aviron, le badminton, la canne de combat. C'est pas un examen. Non. Il y a 22 ou 23 sections sportives, mais bon. L'athlétisme que j'ai oublié, voilà. L'escrime. Le hand. Voilà. Le hockey sur gazon, triathlon, le tennis, l'ultimate. Le roller, le rugby, l'ultimate. Le karaté, la lutte. Le ski. Karaté, le takraw, le sepak takraw, l'ultimate, le TUC vacances et formations, le volley, les Spacers, c'est une section du TUC, le TOAC TUC volleyball, la plongée. Bon, donc karaté, ouais, je pense. Il y a un potentiel énorme de sections. On peut bien sûr y venir vers vous tout simplement et dire je veux m'inscrire dans une section. Il n'y a pas de parrainage, il n'y a pas de choses. Il n'y a aucun parrainage. Voilà. Alors il y a certaines sections où c'est un peu plus difficile parce que les infrastructures ne se démultiplient pas et donc par exemple sur le badminton, c'est très rapidement plein en tant qu'effectif et donc il n'y a pas de créneau supplémentaire malheureusement qu'on peut ouvrir pour accueillir d'autres personnes, mais dans d'autres sections, il y a encore possibilité, même tout au long de l'année, de pouvoir s'inscrire, que ce soit dans la lutte, la canne de combat ou encore le hockey sur gazon. Donc tout ça, c'est sur, j'imagine, un site internet, il y a toutes les informations et les gens peuvent retrouver ça avec plaisir. Tout à fait. On va aller un petit peu plus loin dans cette interview. Vous avez lancé la Maison Sport Santé il y a 2 ans. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques objectifs sur ces actions ? Alors il y a exactement en 2021, mais ça c'est aujourd'hui lié à un engagement gouvernemental qui était la création des 500 maisons sport santé. C'est un engagement politique du premier quinquennat du président c'est derrière nous la vocation. On avait deux étapes. La première étape a été d'accompagner les pathologies que nous on avait ciblées, donc 4 pathologies que sont la dépression, l'apnée du sommeil, la mucoviscidose et la pathologie de Parkinson. C'était de les accompagner à travers l'activité physique à la diminution des symptômes et des effets secondaires de la pathologie. C'était un accompagnement pour limiter les problématiques liées aux pathologies. Et il était important derrière d'inclure ce qu'on appellera les pathologies dites chroniques. Les pathologies chroniques, elles sont définies par la PHP sur son site internet, mais pas que. Derrière, c'est un ordre de publication. Et on accompagne aujourd'hui, on oriente et on fait de l'activité au sein de notre maison sport santé, mais avec un prisme qui est différent des autres, parce que faire le lien entre un médecin et un coach sportif, c'est comme si vous deviez parler avec 2 logiciels qui n'ont pas le même codage. Et ça, c'est problématique. Donc nous, on a essayé de trouver en fait un intermédiaire. Vous amenez le décodeur en fait. Exactement. Et le décodeur qui a été utilisé est défini par des médecins. Ça a été le kinésithérapeute. Et aujourd'hui, on est vraiment dans cette réflexion d'un accompagnement à l'acculturation de l'activité physique, ce qui représente aujourd'hui au sein du TUC et pas que au sein de la population française, 80% de la population qui n'est pas ou peu active quand on lui dit d'aller faire du sport. Par contre, quand on lui dit d'aller chez le kiné, il n'y a pas de problématique. Et le rôle du kiné, c'est de justement faire ce lien entre le paramédical médical vers l'activité sportive. Et là, on a un vrai taux de réussite et on a des personnes qui s'engagent sur des cursus 6, 12, 24 mois et parfois plus, sur des pathologies beaucoup plus lourdes. Derrière, on ramène les personnes à l'activité physique quotidienne pour justement ne plus rentrer dans une santé dite curative, mais dans une santé préventive, ce qui peut-être permettrait de limiter certains coûts. Donc aller chez le kiné pour faire du sport en fait. Pas que, il y a pas. C'est presque un raccourci. Trop. C'est un raccourci au digne de Mario Kart. Mais par contre, ça ils comprennent bien les jeunes, donc c'est bien. Voilà, mais on peut passer par tant qu'on n'a pas activé l'interdiction de sortir de la piste, on peut en sortir. Et c'est là. Le kiné, lui, il a un lien. Il sait parler médical, mais il sait aussi parler sport. En fait, c'est vraiment le décodeur, c'est presque l'intelligence artificielle du décodage. Mais par contre, la différence entre un kiné et un coach sportif, c'est qu'aujourd'hui, ils ont la même formation de base. Néanmoins, le kiné, lui, il est aussi acteur de santé. Et c'est ça le plus important. Quand on veut faire parler 2 personnes avec pas le même logiciel, à un moment donné, il faut trouver le décodeur. Et le décodeur, le kiné peut très bien l'être. Alors justement, par rapport à tous ces dispositifs, Grégory, toi, tu es éducateur sportif. Tu interviens comment par rapport à ça, dans cet accompagnement, j'imagine, auprès des jeunes, auprès de toutes ces sections? Quelle est la fonction, quel est ton rôle, en fait?
Alors mon rôle, moi, il est varié, puisque j'interviens déjà au TUC Vacances. Au TUC Vacances, où est-ce qu'on met en place des catalogues d'activités basés sur la littératie physique. Alors je vais faire très court et très simple pour la littératie physique. Ça vient du Canada. C'est un adage pour un engagement aux activités physiques tout au long de la vie. C'est-à-dire quel moment on trouve la place dans une journée, dans une semaine, pour faire du sport tout au long de notre vie. Donc on part sur ces préceptes-là et on essaie de travailler, de faire des programmes en fonction de tout ça pour déjà donner le goût, donner l'envie, la motivation, avec bien sûr tout ce qui va à côté, le savoir-être, le savoir-faire. Alors Sophie, vous êtes engagée effectivement dans des actions aussi de prévention auprès des jeunes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors il y a plusieurs actions qui ont été menées ces dernières années. Notamment, on avait monté tous des podcasts, comme un peu ici, sur différents thèmes de prévention. Notamment, il y avait 24 podcasts, que ce soit même de la sexualité, des problèmes d'harcèlement, des problèmes d'addiction à la drogue, à l'alcool, et j'en passe. Et après, on a, pendant le Covid, en fait, comme on avait des jeunes, notamment un jeune qui était chez nous et qui devait faire de l'événementiel. Donc, dit Covid, dit événementiel, il n'y en avait pas. Donc, du coup, il s'est réorganisé et il a su monter un escape game de plateau avec une autre jeune qui était aussi en tant que bénévole. C'était pour la sensibilisation à l'alcool chez les jeunes. Et donc, du coup, cet escape game de plateau, on l'a créé de toutes parts. On a demandé à des étudiants aussi d'écoles, notamment sur la Beige, aussi d'y faire tout le design. Donc on a aussi profité du savoir-faire des jeunes pour mettre en place pour réaliser cet escape game de plateau. Et après, des actions ont été réalisées dans les écoles, dans des collèges, que ce soit dans des collèges sur Toulouse ou même sur Pamiers, pour pouvoir mettre en place ça et pour faire réfléchir, parce qu'on n'est pas là on n'est pas des psychologues, on n'est pas capable d'intervenir totalement vers cette population, mais on peut, de par le sport, utiliser le sport comme outil pour travailler sur ces problèmes de prévention d'addiction à l'alcool. On revient justement par rapport à ça sur le fameux TUC Vacances. Quelques mots à nous dire un peu sur cette initiative qui attire des jeunes, des enfants. Alors, décrire le TUC Vacances, c'est comme vouloir décrire aujourd'hui le fonctionnement d'un club sportif. Aujourd'hui, on est là et on est un accueil collectif de mineurs, c'est comme un club et on est là pour faire découvrir, initier et perfectionner les enfants dans le cadre d'activités sportives. C'est pendant les vacances à chaque fois. C'est pendant les périodes de vacances. C'est pendant toutes les périodes de vacances, même au moment de Noël. C'est ça. On a été les précurseurs. On a vraiment eu le souhait aujourd'hui d'accompagner toutes les entreprises, mais pas que, les monsieur et madame tout le monde qui devaient aller travailler, quelle était la solution de garde. Et c'est comme ça que l'on a amené ce prisme de la garde par l'activité physique. On viendra découvrir le tech ball, on viendra découvrir du football, on viendra découvrir de l'athlétisme, on viendra découvrir tout un tas de sports. Pour pouvoir comprendre et développer aujourd'hui l'enfant, on l'a travaillé sous le prisme de la littératie physique, qui est un élément qui permet d'avoir un continuum dans le développement de l'enfant. On ne viendra pas proposer à un enfant qui a du mal à synchroniser ses mains et ses pieds de pouvoir faire un jeu de type le tech ball, qui est le ping-pong football. Mais par contre, on peut très bien arriver à lui proposer un tennis, un ping-pong simple, pour rentrer après dans des éléments complexes en fonction de son développement. Et ça, c'est le prisme du TUC Vacances, c'est le prisme de sa logique dans l'accompagnement à l'activité physique à des fins de loisirs. Parce que dans son ensemble, on parle du TUC Vacances, mais on peut parler aussi dans l'ensemble d'un fonctionnement. Le TUC est là à travers ces sections pour travailler sur ce qu'on appellera la compétition et sur l'activité à des fins de loisirs. L'omnisport dans son ensemble, lui, ne propose que des activités à des fins de loisirs et on est là pour accompagner et structurer ce qui n'a pas ou peu de cadre. Je prends un exemple, l'activité du running, elle peut être structurée quand on veut faire de la compétition, on viendra s'adresser à un club d'athlétisme. Par contre, si on veut simplement aller courir ou simplement aller se défouler, ça peut être notre rôle d'accompagner à la pratique pour justement éviter de se faire mal et une activité loisir. Voilà, j'insiste sur le loisir parce qu'aujourd'hui la compétition, on le voit bien, ça a des coûts, ça a des freins et il est important aujourd'hui d'enlever pour pouvoir continuer à survivre. J'ai lu aussi que vous aviez lancé une collaboration
collaboration avec Decathlon. C'est même plus, c'est plus qu'un partenariat. Aujourd'hui, on travaille fortement avec les équipes de Decathlon dans le cadre de développement d'activités que sont les anniversaires sportifs, les stages sportifs. Mais des stages sportifs pas tout à fait comme on peut le voir avec le TUC Vacances qui sont des stages à la journée. Là on viendra sur des stages à la demi-journée sur plusieurs sites que sont Colomiers, que sont Escalquens, que sont Portet et après un peu plus loin dans l'Occitanie avec Castres, Foix et Tarbes sont aujourd'hui délivrés des activités par l'intermédiaire des activités du TUC sur les sites et aussi pour rapprocher le secteur associatif et le secteur marchand. Aujourd'hui, on n'est pas deux ennemis, on n'est pas deux concurrents, mais par contre, on est deux acteurs communs d'une même et unique filière, qu'est le sport. Et sans d'un dialogue cohérent entre ces deux acteurs, Decathlon, ils ne pourraient pas vendre leur matériel et nous, on ne pourrait pas les utiliser. Par contre, si on est en capacité aussi de faire des retours et des feedbacks dans le cadre des produits hyper qualitatifs que met en place Decathlon et que je conseille à tous les présidents de club et tous les éducateurs, tellement le produit est de qualité, c'est de pouvoir faire ses retours et avoir ces échanges. Tu interviens, Grégory, dans ce cadre d'accompagnement des jeunes ? Oui, j'interviens sur les anniversaires. Un anniversaire, c'est simplement un catalogue pour les parents où c'est qu'ils ont la possibilité de faire une dizaine d'activités. Voilà. Et raconte-moi, qu'est-ce qu'il y a comme activité ? C'est ça qui est sympa. Il y a les jeux de précision, il y a le foot, le handball, il y a les... Il y a plein d'activités. Il y a 3 choix d'activités. Il y a 3 choix que l'on fait sur 30 minutes en fait. D'accord. C'est 3 activités de 30 minutes. Où il faut allier le côté festif de l'anniversaire tout en alliant le sport. C'est par des groupes de combien ? C'est une dizaine d'enfants à chaque fois. Ouais. Alors quand tu dis justement le niveau pour cet anniversaire, c'est quoi l'âge à peu près pour que les gens se rendent compte ? Entre 6 et 12 ans. Voilà, c'est ça. 13 ans, on peut aller un peu plus loin. Ado, voilà, c'est ça. Et par contre, on offre la totalité de l'activité. C'est-à-dire que soit elle est encadrée et elle est encadrée sur le temps d'1h30 d'activité sportive et ensuite il y a soit le gâteau, soit pas le gâteau. Et c'est vraiment un accompagnement complet pour que les enfants passent un anniversaire sportif à fond la forme. Alors je crois qu'on pourrait encore parler plein de fois, mais bon, le temps tourne quand même. Quels sont les projets pour les années à venir afin de renforcer l'impact du TUC dans la région ? On pourrait, il y en a plein. À mon sens, déjà, c'est de savoir quelle est la cohérence pour connecter à travers l'activité physique les énergies positives. Tout le monde aujourd'hui, tout le monde entend il faut faire du sport et tout le monde a entendu il faut faire du sport avec les Jeux Olympiques. Néanmoins, comment on le fait ? Le premier frein que l'on doit lever et que l'on va devoir réfléchir, c'est l'accès à l'infrastructure. Une des problématiques au développement de l'activité physique, mais néanmoins, aujourd'hui, la plus belle des infrastructures, c'est l'infrastructure routière où on peut aller courir, on peut aller marcher, on peut aller faire plein de choses. La montagne, la découverte du tourisme, on peut faire plein de choses à travers l'activité physique. Le deuxième axe de développement, c'est tout ce qui est loisir. Le sport, ça fait partie d'un des éléments de loisir, comme on peut l'entendre et comme on se doit aujourd'hui de s'engager dans cette réflexion-là, parce que le sport dit de compétition, elle représente une niche, elle représente un coût abyssal que aujourd'hui, malheureusement, les collectivités et l'État ne peut plus ou ne peut beaucoup moins supporter. Malheureusement, on a besoin de voir l'avenir. Si on se compare un peu à ce qui se fait dans d'autres pays européens ou même des pays francophones, la place du sport n'est pas du tout celle qu'elle a aujourd'hui en France. On est vraiment là pour accompagner le développement et l'activité tout du long de la vie. Que ce soit à 12 mois quand on commence à peine à marcher, si on commence à donner les premiers éléments à un jeune qui doit faire du sport, il va le faire tout du long de sa vie. Par contre, si à 99 ans ou à 90 ans, on a des pathologies, on a des réponses par l'activité physique pour diminuer la prise de médicaments. C'est ça aujourd'hui, les projets de développement du TUC. On est là pour les enfants pour une seule et unique chose, c'est que le week-end ou le mercredi, quand ils arrivent, ils aient le sourire. Et ça, c'est le plus important. Un dernier mot pour conclure, parce qu'il est très bavard oui, et ça, je sais. On peut partir très loin. Sophie, je dirais peut-être en tant que femme aussi, peut-être je reprends aussi ça, c'est que amener aussi plus de femmes à faire de l'activité physique, parce que c'est quand même un constat encore malheureusement d'actualité où il y a 46% ou 47% de femmes qui veulent pas courir parce que voilà, pour différentes raisons qu'on connaît tous, et donc il faut qu'on arrive à trouver aussi des infrastructures pour les accueillir dans des bonnes conditions. Et ça aussi, je pense que ça peut être aussi le défi de demain, c'est d'amener tout le monde à faire du sport, mais aussi et surtout les femmes. Grégory, un dernier mot ? Je rejoins absolument ce que vient de dire Sophie, et la littératie physique est fait pour ça aussi. Déjà, dès le plus jeune âge, essayer de
de trouver une place. Avec, on travaille, on a des amis, on a des enfants. Le loisir, il est où? Le sport est où là-dedans? Et dès le plus jeune âge, si on a le goût au sport, quelque chose qui peut rester, perdurer et travailler tout au long de sa vie. Merci à tous les trois pour cet échange passionnant. On pourrait encore en dire plein de choses et je vous encourage à venir nous revoir à l'occasion. Vous êtes bien sûr les bienvenus dans cette émission. Place maintenant à une nouvelle chronique spéciale consacrée au prestigieux tournoi des 6 nations de rugby à 15 en compagnie d'Henri Broncan et Bernard Pujol. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Et si on parlait de sport, la chronique. Eh bien, dans cette nouvelle chronique spéciale rugby tournoi destination, on a le plaisir d'accueillir Bernard Pujol et Henri Broncan qui vont nous régaler pendant quelques minutes. Et si on parlait sport, vous propose une toute nouvelle série de chroniques spéciales consacrées à ce prestigieux tournoi destination de rugby à 15 qui rythmera le calendrier sportif de l'édition 2025 en compagnie donc de l'illustre joueur et entraîneur gersois Henri Broncan que l'on salue et Bernard Pujol. Mais avant de plonger dans les matchs et les analyses, revenons sur l'histoire fascinante de cet événement inoxydable. Tout a commencé en 1883 avec la création du tout premier tournoi international de rugby à 15, alors appelé le tournoi des Home Nations. Ce dernier réunissait l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande et le Pays de Galles. En 1910, la France fait son entrée, transformant la compétition en tournoi des 5 nations, avant que l'Italie ne rejoigne la fête en 2000, complétant ainsi le cercle des 6 nations. Au-delà des enjeux sportifs, ce tournoi incarne l'histoire, la rivalité et surtout la fraternité entre les nations de l'hémisphère nord, passionnées de rugby. Et si on parle des sports, vous racontera semaine après semaine les moments forts et les anecdotes marquantes qui font de cette compétition un rendez-vous incontournable. Bernard et Henri, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour Henri. Bonjour tous les deux. Henri, c'est une question que j'ai peine à poser. Comment, et sais-tu comment est né le Tour des 6 nations ? Je crois que ce sont encore les Anglais qui nous ont donné, souvent en sport, ils nous ont donné la leçon, ils ont toujours été en avance. Et ce sont les Anglais, je crois, qui ont affronté, enfin le rugby existait chez eux depuis Webb-Ellis, en 1823. Et c'est eux, je crois, en 1871, je crois, qui ont décidé de se faire ce match international entre l'Angleterre et l'Écosse d'ailleurs. Et après, eh bien, on voit arriver, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les autres nations, l'Irlande et le Pays des Galles qui les rejoignent. Bon, ils jouent à 4 et ça se passe très bien d'ailleurs entre eux. À cette époque-là, c'était très difficile. Et nous, on les rejoint sur invitation en 1910. Oui, mais effectivement, tu es incollable. Il faut dire et rappeler. Non, je ne suis pas incollable. Voilà. Non, mais l'essentiel. C'est une très belle histoire, l'histoire de ce tournoi, parce que je crois que, enfin, moi j'arrive à 80, la vie s'arrêtait en France au moment des tournois à destination le samedi après-midi, les tournois des 5 nations, bien sûr, parce que nous on a surtout connu le tournoi des 5 nations, l'Italie est arrivée bien après, et la vie s'arrêtait, quoi. Moi je me rappelle être élève de l'école primaire de Miramont d'Astara, j'avais 250 habitants, le samedi après-midi on ne travaillait pas, on écoutait l'instituteur mettait la radio et on écoutait le tournoi des 5 nations. On écoutait le match de l'équipe de France. Et après, quand je suis passé au collège et au lycée à Mirande, le samedi après-midi, il y avait cours normalement et la vie s'arrêtait. Alors c'était une fête pour nous, bien entendu. Et quand l'équipe de France jouait, et puis on écoutait la retransmission. C'était Louis Van Lay à l'époque. Ce sont des souvenirs merveilleux parce que c'est à cause de ça que j'ai aimé le rugby, que nous avons aimé le rugby tous, parce que c'est grâce au tournoi. Il y avait le championnat de France et le rugby, c'était quelque chose, mais le tournoi c'était énorme, d'autant qu'on se mesurait bien sûr avec ces anglo-saxons qu'on appréciait plus ou moins. Bien sûr, ils avaient été de notre côté en 14-18, c'est très très bien, en 39-45, mais il y avait toujours, d'autant qu'à l'époque, les arbitres français n'arbitraient pas, n'avaient pas le droit d'arbitrer. Donc, on estimait, nous, depuis la France, que les arbitres anglo-saxons avantageaient en général, quand l'équipe de France était en face, l'équipe de leur continent. Oui, les mauvaises langues diront qu'ils ont bien arbitré quand on gagne et on s'est toujours fait un petit peu voler quand on a perdu. On est bien français.
c'était une très bonne excuse pour nous pour expliquer nos défaites aussi, en mettant la responsabilité sur l'arbitre, bien entendu. Mais c'était un moment, je le répète encore une fois, le samedi après-midi, qui était un jour qui n'était pas férié du tout, où on travaillait, la vie s'arrêtait pour écouter le tournoi Destination. Et alors c'était la radio, bien sûr, plus tard la télévision est arrivée dans le Gers vers 59, 60, quoi, pas avant. Auparavant, c'était la radio et c'était extraordinaire parce que la radio, si vous voulez, elle enjolivait, c'était que nous, on l'écoutait, on rêvait, quoi. Des personnages comme Jean Prat, Lucien Bias, on en a rêvé, quoi, voilà. On les voyait jouer sans les voir jouer, quoi. On les voyait jouer dans notre tête. Et je crois que ça nous ont donné l'amour du rugby, quoi. L'envie aussi de se frotter avec les Anglais, quoi. C'était chouette, quoi. Voilà, quoi. Je me rappelle très bien. Je n'avais que 7 ans en 1951 quand on bat les Anglais pour la première fois. On avait sauté de joie dans la petite classe qu'on avait battu les Anglais pour la première fois à Twickenham. En 1951, on les bat, quoi. Et à Jean Prat, justement, et Lucien Mias. Des personnages de légende, quoi. Qui sont devenus des personnages à nos yeux, quoi. Bien sûr, et qui le resteront toujours. C'est le propre et la beauté de notre sport. Dis-moi, Henri, est-ce que tu te rappelles, parce que nos auditeurs adorent t'entendre et découvrent vraisemblablement toute cette histoire, te rappelles-tu, ou peux-tu nous dire, mais c'est pas une colle, qui avait gagné le premier tournoi qui était le Home Nation Championship, donc de 1883, et qu'est-ce que, en battant les 3 autres, la triple couronne évoque, et qu'est-ce qu'elle est? D'abord, le premier match, d'ailleurs, je crois que il donne l'essence encore de nos jours au challenge de la Calcutta Cup. Oui. C'est l'Écosse qui réussit à battre l'Angleterre, quoi. C'est le premier match international, donc avec dans ce cadre-là, ils ne sont que 2 à ce moment-là. Et par la suite, donc, comme vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, sont invités en 1875 l'Irlande et en 1881 le Pays de Galles. Donc ils jouent à 4, je le répète, et ça c'est la triple couronne. Voilà, la triple couronne qui est toujours d'ailleurs fêté. Je crois qu'il y a un saladier, quelque chose, un objet qui est donné à la première équipe des îles britanniques. Pour la petite histoire et pour nos auditeurs, la Calcutta Cup, pourquoi la Calcutta au tournoi? Et qui avait été introduite en 1879. Parce que ce qui est original, c'est que le bouclier et la récompense qui est remise avaient, et c'est fascinant, été fabriqués à partir d'argent fondu de roupies indiennes. Donc là, il faut bien se tenir. Oui. Elle a des anses en forme de cobra et un petit éléphant sur le dessus. Comme quoi le rugby était déjà exotique et prenait ses sources mondiales. C'est incroyable. Oui, ça correspond bien sûr. Ça célèbre aussi l'Empire britannique. Cet Empire britannique qui faisait que, justement, on les appréciait pas forcément parce que, bon, en particulier le Canada, l'Inde même, ce sont des régions qu'on revendiquait un petit peu depuis la France. Moi, je reviens à ces souvenirs de l'école primaire. Nous avions notre instituteur qui nous a émis une map monde. Et sur cette map monde, je revois encore, et je reverrai toute ma vie, bien sûr, jusqu'au bout, les colonies anglaises et les colonies françaises. Et à cette époque-là, on était quand même un petit peu colonisateurs, quoi. Si je parle des années 1950, on croit à la force des colonies, que nous on est civilisés, qu'il nous faut étendre notre civilisation dans le monde entier. Et moi j'étais très, très en colère parce que je voyais, très en colère, oui, sincèrement, parce que je trouvais que les couleurs des colonies anglaises, et c'était vrai d'ailleurs, étaient dominantes par rapport. Il y avait davantage de colonies, de territoires colonisés par les Anglais que par nous, quoi. À cette époque-là, on était levés là-dedans. Dis-moi, mon colon, et là je te reconnais bien. Oui. Tant le Gers aurait aimé annexer le Comminges et l'Ariège, on en reparlera plus tard. Dis-moi, dis-nous un mot de la France. Quand est-ce qu'elle a intégré le tournoi? Est-ce que ta mémoire, tu peux nous en dire un mot? Elle arrive en 1910. Elle arrive en 1910. Le tournoi s'interrompt donc entre 14. L'année 14, le tournoi se déroule puisque la guerre avec l'Afghanistan. Ouais. Donc le tournoi a lieu et ensuite donc ça s'arrête jusqu'en 19 et ça reprend par la suite
Et puis, c'est interdit parce qu'on est accusé à ce moment-là de professionnalisme. Les Anglais étaient très stricts là-dessus. Ils nous accusaient de payer un petit peu les joueurs à cette époque-là. Et donc, on est exclu de 1932 à 1939. En fait, il n'y a pas le tournoi en 39. On est réintégré en 1947, c'est-à-dire qu'il y a eu une longue période. Les Anglais étaient très attachés à l'amateurisme à ce moment-là. Très attachés. Et donc, on est exclu et on revient donc en 47. Et là, on reprend sans interruption. Les rencontres reprennent. Et je répète, on est 5 jusqu'en 1960 où l'Italie arrive. Harry, on va s'arrêter là parce qu'on va en garder pour la semaine prochaine. Justement, cette histoire, tu nous la raconteras. Je voudrais juste que tu nous donnes une petite impression, le match qui va arriver, qu'on va avoir là vendredi soir avec le premier match du tournoi France-Pays de Galles. Allez, un petit pronostic, une petite impression. Sincèrement, je crois que le Pays de Galles est en très grosse difficulté au point de vue du rugby. La France sur un élan très fort. Je ne vois pas comment le Pays de Galles pourra échapper à une défaite, je pense, assez sévère, malgré tout le courage des Gallois. Il y a une très grande tradition rugby, là, bien sûr, Edwards, Barry Jones, Bennett, tous ces joueurs qui ont fait la beauté de ce Pays de Galles. Mais à l'heure actuelle, le rugby gallois est en grosse difficulté, a eu du mal à passer le cap du professionnalisme et je pense qu'on va gagner un score relativement large. Merci pour ton témoignage. Merci Bernard. Avec grand plaisir. On va se retrouver donc la semaine prochaine pour poursuivre un petit peu toute cette histoire et merci Henri de nous ramener un petit peu dans cette passion et dans cette histoire de ce tournoi Destination. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle chronique spéciale tournoi Destination de rugby à 15 avec un focus sur le tournoi après-guerre justement, l'époque Destination et un débrief sur le premier match de France-Galles que l'on aura eu l'occasion de voir dès vendredi 21h15 Stade de France. Merci à tous les deux et merci à tous. Et si on parlait de sport? Fin du match. C'est la fin du match et de cette 85e émission avec les grands rendez-vous dans l'enchaînement sportif. Et oui, donc on va débuter avec le lundi 27 janvier jusqu'au 1er février. Il y a le Snow Freeride World Tour 2025 à Val Thorens Pro en France. Du lundi 27 janvier au 2 février, du tennis avec le tournoi ATP 250 à Montpellier. Le mardi 28 janvier, basket Euroleague féminin, deuxième tour. Kurkurova Mersin contre Basketland et Bourges contre Scio. Et en National 1 homme, Pôle France contre Toulouse. Du 28 janvier au 2 février, du patinage artistique avec les championnats d'Europe à Tallinn en Estonie. Le mercredi 29 janvier, football avec la Ligue des Champions. Brest reçoit le Real de Madrid, Lille reçoit Feyenoord Rotterdam, Inter de Milan reçoit Monaco et Stuttgart reçoit Paris Saint-Germain. En volleyball, la Ligue des Champions, 6e journée, Saint-Nazaire reçoit Cesque Budujovic et Chaumont reçoit le Levski Sofia. Le jeudi 30 janvier, du ski alpin avec la Coupe du Monde femmes et le slalom à Courchevel. Et en basket pour la 24e journée Euroleague hommes, Paris affrontera l'Asvel. Du lundi 30 janvier au 2 février, ski cross en Coupe du Monde à Vézonas en Suisse. Le vendredi 31 janvier, du football avec la 20e journée de Ligue 1, Montpellier reçoit Lens. En Ligue 2 pour la 20e journée, Grenoble reçoit Rodez. En basket pour la 24e journée d'Euroleague Homme, Monaco affronte le Real Madrid. Et en National 1 Homme, Toulouse affrontera Quimper. Du vendredi 31 janvier au 2 février, cyclocross avec le championnat du monde à Liévin. Du vendredi 31 janvier au 15 mars, du rugby avec le tournoi Destination. Du samedi 1er au dimanche 2 février, judo avec le Grand Slam de Paris. Le samedi 1er février, du ski slopestyle avec la Coupe du Monde finale hommes et femmes, du snowboard halfpipe avec la Coupe du Monde finale hommes et femmes aussi à Aspen aux États-Unis, du basket avec la 15e journée de la boulangère Vanderleague, Angers affrontera Latte Montpellier. En volley pour la 19e journée de Marmara Spike League, Narbonne recevra Paris, le Plessis-Robinson jouera à domicile face à 7, Toulouse recevra Montpellier. Et en Liga féminine Saforel Power 6 pour la 17e journée, Béziers affrontera Le Canet. En hockey sur glace division 2, Toulouse-Blagnac jouera à domicile face à Ogly et Montpellier se déplacera à Vaujany-Grenoble.
Dimanche 2 février, ski alpin avec la Coupe du Monde Hommes en descente Garmisch-Partenkirchen en Allemagne. Ski halfpipe, Coupe du Monde finale hommes et femmes. Et snowboard slopestyle, Coupe du Monde finale hommes-femmes à Aspen aux États-Unis. Et finalement en football, Ligue 1, 20e journée, Toulouse rencontre Nice. Au programme de la semaine prochaine, en première mi-temps, nous plongerons dans l'univers du canoë-kayak avec Margot Béziat, une athlète d'exception, championne du monde en canoë biplace dames sprint en 2023 à Augsbourg. Elle a également décroché une médaille de bronze en canoë monoplace lors d'une manche de Coupe du Monde en Macédoine en 2024 et elle est récemment devenue vice-championne de France en novembre 2024 à Vers-sur-Marne. Spécialiste de la descente, Margot nous fera découvrir cette discipline spectaculaire qui mêle technique, puissance et maîtrise des rapides. Entre adrénaline et précision, le canoë-kayak est un sport complet qui offre des sensations uniques sur l'eau. Ne manquez pas ce rendez-vous avec une championne passionnée. Et en deuxième mi-temps, armez-vous de votre boussole. Nous mettrons le cap sur la course d'orientation, un sport passionnant qui mêle stratégie, réflexion et endurance. Avec une carte et une boussole en main, les participants doivent trouver des balises cachées dans la nature en choisissant leur propre itinéraire. Ce sport, à la fois physique et mental, se pratique sur différents terrains, allant des forêts aux zones urbaines et séduit toutes les générations. Pour en parler avec nos invités, qui nous dévoileront les secrets de cette discipline, son développement et des initiatives locales. Une plongée au cœur d'un sport qui invite à l'aventure. C'est la fin du match de cette 85e émission de Et si on parlait de sport. Merci à Romain Ndoumbé, Vincent Maharavo, Sophie Raffi, Benoît Maury, Grégory Lacoste, Mathieu Sapin, Henri Broncan et Bernard Pujol pour votre participation dans l'émission Et si on parlait de sport. Merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter, à partager sur les réseaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube Et si on parlait de sport. Un grand merci à nos partenaires, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Profession Sport Animation 31, Samper Connect et LG Consultant pour leur contribution précieuse à la réalisation de ces émissions. Merci à Sébastien Couratin, notre partenaire informatique Semper Connect pour l'ensemble du suivi réseau informatique, plateforme podcast, site internet et ses conseils avisés. Merci à Claire Sévrac pour ta participation exceptionnelle comme chroniqueuse et merci Pauline Gaston-Conduite, journaliste et co-animatrice de l'émission, pour ton aide précieuse à la préparation et à la réalisation de cette émission. Merci à toi Laurent, merci de votre fidélité et rendez-vous pour une nouvelle aventure de Et si on parlait de sport la semaine prochaine.